Aujourd'hui, c'est une double dégustation. Euh, c'est un fait du hasard, parce qu'au départ, je souhaitais déguster qu'une seule bouteille, et en l'occurrence, quelle bouteille? Un Petrus 1947. Et ce Petrus 1947, après ouverture, s'est révélé absolument imbuvable. Voilà, ça arrive. C'est le risque des vieilles bouteilles. Je dois dire que de mon expérience, c'est la première fois que sur une aussi grande et vieille bouteille, je me retrouve avec quelque chose qui est dans cet état-là, que je vais commenter là, parce que j'ai un verre là devant moi, que d'ailleurs j'ai carafé pour essayer de l'aérer, pour voir si effectivement il pouvait s'améliorer, parce que je l'ai ouvert hier. Et donc du coup, je me suis dit, j'allais pas en rester là, je serais trop frustré, et j'ai décidé d'ouvrir une autre bouteille sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Alors, donc ce Petrus 1947, dont voici la magnifique bouteille que j'ai, comme j'ai expliqué, que j'ai carafé et qui est aérée depuis 24 heures, un peu moins. Alors, alors, avant même de commencer à vous en parler, Petrus 1947 fait partie des icônes mondiaux du vin. Icône, pourquoi? Parce que d'abord, 1947, sur la rive droite de Bordeaux, était une année exceptionnelle. Et à l'époque, et jusqu'à aujourd'hui, les grands vins, c'était sur la rive droite, c'était Pétrus, Lafleur. Donc tous les deux sont des vins iconiques. Et aussi Cheval Blanc, qui fait partie du Gotha des plus grands vins du monde. Et cette bouteille-là, qui est une mise négociant, puisqu'il n'y a pas la mention mise en bouteille au château, mais cela a relativement peu d'importance parce qu'il y a des mises négociants qui sont absolument impeccables et qui parfois peuvent se révéler meilleures que le mise au château. Alors cette bouteille-là avait un niveau quand même relativement bas puisqu'il était au bas de l'épaule, mais ça non plus ça veut rien dire parce que j'ai eu des expériences avec des bouteilles qui avaient un niveau très bas et qui étaient pourtant exceptionnel. Donc, il ne faut pas non plus se fier, mais après, c'est des lois statistiques. Et quand on ouvre une bouteille, ce n'est plus la statistique qui parle, puisqu'on est face à un flacon bien déterminé. Et c'est lui qui va parler, qui va remplacer toutes les statistiques qu'on connaît. Voilà. Donc, effectivement, on prend un risque quand on ouvre un vin vieux. On prend un risque quand on ouvre un vin négociant. On prend aussi un risque quand le niveau n'est pas au top. Donc là, effectivement, on prend un triple risque, mais on peut tomber sur une bouteille exceptionnelle. C'est ça que je veux dire. Mais là, en l'occurrence, on est tombé, ou je suis tombé, sur la mauvaise bouteille. Sur le moment, on n'est pas content, mais c'est la loi. Plus on en déguste, plus il y a des chances qu'on tombe sur une mauvaise bouteille. Alors, cette bouteille, qu'est-ce qu'elle a de particulier? La robe est absolument pas du tout inquiétante. Au contraire, elle a la robe et la couleur de son âge, avec encore une belle teinte. C'est-à-dire que ce n'est pas un vin qui a perdu sa teinte. Alors, quand il a perdu sa teinte, c'est qu'il a été mal conservé, ou la bouteille, par exemple, est restée au soleil, ce qui n'est pas le cas ici, je doute. Et ça donne effectivement un vin qui commence à avoir des couleurs d'un vin rosé ou d'un Bordeaux qui ressemble plus à un vin de Pinot Noir qu'un vin de Cabernet ou de Merlot, comme c'est le cas, parce qu'ici on est sur un vin à très grande majorité de Merlot. Et alors au nez c'est quand même assez intriguant parce que sans l'avoir goûté, je me disais qu'il y avait encore de l'espoir. Voilà. Et effectivement, il y a un arôme d'acidité très forte qui peut faire penser à un vin de vinaigre ou un vin vinaigré. Mais à ce stade-là, je trouve que le nez est ce qu'il y a de plus intéressant. Parce qu'on retrouve cette noix concassée et on retrouve un peu de café. Donc, noix, café, on se dit, tiens, on est peut-être sur la bonne voie. Et puis là, à la dégustation, alors,
Si on dissèque le vin, le premier toucher du vin n'est pas encore le vin foutu. En fait, premier toucher, la toute première impression, ça dure peut-être même pas une demi-seconde, c'est un toucher plutôt d'un vin frais, vigoureux, et qui a encore quelque chose à dire. Mais dès qu'on rentre dans la deuxième phase, mais la phase juste qui suit la très 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 courte intro, là on est, moi je qualifie ça d'éthanol. Voilà, on est sur une boisson médicinale qu'on doit prendre parce que le médecin nous l'a prescrite et qu'on n'a pas trop envie de la prendre parce que c'est vraiment pas bon. Et donc là, effectivement, est-ce que c'est vinaigré? Peut-être. Ça pique pas, c'est-à-dire que ce serait un vinaigre qui n'a pas ce côté piquant, qui peut laisser penser qu'il y a presque des bulles. Mais en l'occurrence, c'est quand même... Alors, il y a une acidité, évidemment, mais l'acidité est tellement forte que finalement, elle masque tout le reste. Alors, en cherchant un peu, là, il faut aller fouiller. Assez étonnamment, on trouve des tanins. Tout ça pour dire qu'en fait, le vin n'est pas complètement mort. Et on trouve quelques petits arômes peut-être de noix, mais vraiment, c'est trop dur. C'est trop dur et c'est d'autant plus dur que là, je ne suis pas en train de boire un petit cru bordelais d'entre-deux-mers, inconnu du bataillon, d'un domaine qui n'existe plus, mais je suis en train bien de parler d'un des plus grands domaines du monde, à savoir Pétrus. Donc, tant pis, c'est la vie. Et maintenant, on va passer à une autre bouteille qui, ça se trouve, est du même acabit, auquel cas ce serait une double déception aujourd'hui, parce que je ne l'ai pas goûté, parce que je souhaitais la découvrir avec vous. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'un Château Latour 1955, grande année bordelaise, très grande année, et en particulier sur la rive gauche. Donc là, on est plutôt en droit de s'attendre. Alors, il n'y a pas énormément de différence entre 47 et 55, 8 ans par rapport à 2022, c'est peu. Mais on peut se dire que là, du coup, on croit aux statistiques en se disant que 2 bouteilles sur 2, ce serait trop. Et là, en l'occurrence, le niveau est là. Et donc là, effectivement, je prends un risque énorme. Parce que j'en ai pas bu, je vous le promets. Donc, il est à l'ouverture, à ce niveau-là, donc juste au-dessus de l'étiquette. Donc, c'est même plus de la basse épaule, c'est carrément 3 cm à partir de la 2-3 cm à partir de la basse épaule. Donc là, on est très 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 mal. Mais la raison pour laquelle j'ai quand même souhaité le goûter avec vous, c'est que euh, à l'ouverture, j'ai pas eu du tout la même sensation. Je viens de l'ouvrir il y a un quart d'heure. Et d'abord, ce qui m'a énormément frappé, c'est ce bouchon qui est entier, qui est sorti, alors qui est très long, interminable. À un moment donné, je me demandais même si j'allais pas arriver jusqu'au fond de la bouteille, tellement il était impressionnant. Et il est sorti euh, sans aucun défaut. Donc, c'est vraiment chapeau. Et à l'époque, et même aujourd'hui d'ailleurs, la tour soigne toujours ses bouchons. Il est bien estampillé la tour. Voilà, mise en bouteille au château. Là, en l'occurrence, on n'est pas sur une mise domaine. Là aussi, comme j'ai dit, ça ne réduit pas forcément le risque. Mais la deuxième raison, c'est que quand je l'ai ouvert, j'ai eu des sensations plutôt positives euh, en, en essayant voilà, de sentir au travers de ce long goulot et le vin étant quand même assez loin. Voilà. Alors, on va commencer par juger de la couleur. La couleur a un peu plus de composantes rouges. Il est quand même assez trouble euh, et assez opaque. Il a une part de mystère, ce, ce, ce verre, quand on le regarde en fait. Parce que à la fois, il y a un fond noir rougeâtre, il y a une bordure qui est orangée, mais pas caramel marron. Et en plus, il y a ce côté un peu trouble qui
qui fait fonctionner l'imagination et on se dit peut-être que ce vin a sa part de mystère. Voilà, maintenant je vais le sentir pour la première fois dans le verre, ce qui n'est sans doute pas la même chose qu'au travers du goulot de la bouteille. Alors le nez est très puissant par rapport à celui-là, par exemple, si je compare. Ce nez est beaucoup plus, euh, je dirais presque discret. Là, c'est un monstre de puissance au nez. Alors ce qu'on sent, c'est plus du tout les fruits, plus du tout. Mais en tout cas, avant agitation, on sent presque du sucre caramélisé qui a un peu, presque un peu, pas cramé, mais qui a bruni. Je ressens des arômes d'écorce de noix, cette écorce un peu sèche. Je vais remuer pour voir ce qui ressort. Et là, c'est peut-être un peu plus sur le fruit, mais un drôle de fruit, quoi. C'est un fruit qui est pas d'époque. On dirait pas un fruit fraîchement cueilli, mais un fruit qui aurait macéré. On retrouve un peu le café que j'avais trouvé dans le Pétrus, mais un café plus doux, moins torréfié, moins brûlé. En tout cas, c'est un nez, on ne peut pas dire qu'il n'est pas présent, hein. Alors là, c'est très frappant, très très frappant. On est à l'opposé de ce que je viens de déguster. En plus, il me reste un peu de l'acidité du premier en bouche, ce qui fait que je le trouve évidemment absolument pas acide. Donc là, on est vraiment à l'opposé. On est sur quelque chose qui est très lisse, euh, très, euh, très tapissé, très tapissé, et assez étonnamment, l'autre qui n'avait pas du tout de tanin, mais absence complète de tanin, là on a un vrai tapis de tanin en bouche qui me rappelle certains vieux barbaresco. C'est assez étonnant. Mais la même sensation de cette poudreuse de tanin qui, euh, qui, qui tapisse la bouche pour peut-être mieux apprécier les contours du vin, comme si on était sur... on déposait un tapis rouge au Palais des Festivals à Cannes pour accueillir le festival. Donc il y a ce côté, euh, pas grandiose, mais plutôt luxuriant, plutôt bien habillé, bien vêtu, qui donne à ce vin des parures de, à la fois d'or, alors des apostrophes ORS, et d'une certaine façon aussi de lumière, parce que c'est un vin assez lumineux. Maintenant, essayer de parler un peu plus de ce que je ressens au point de vue aromatique. Alors là, quand je le déguste, en inhalant en même temps, donc j'ai le nez et la bouche qui se percutent, et qui se percutent vraiment parce que ce sont deux mondes à part. C'est-à-dire, d'un côté, on a ce côté de tabac presque, donc café, très légèrement torréfié sur le nez, et ensuite, en bouche, on a une matière qui est beaucoup plus lisse, beaucoup moins mordorée, beaucoup moins boisée, beaucoup moins... plus peut-être sur le fruit, mais là on retrouve effectivement un fruit qui est d'un autre temps. Voilà. D'un autre temps, alors d'un des apostrophes UN, autre temps, et non pas de notre temps, parce que c'est un peu ambigu ce que je dis. Mais
On est vraiment sur des senteurs plus lisses, nettement plus lisses. Mais là, comme mon palais commence à s'acclimater, il y a de l'acidité. Mais par contraste avec le Petrus 47, qui est, je rappelle, un peu foutu, même largement, là, on est sur un vin qui est tout confort, voilà, tout luxe, mais avec évidemment des aromatiques de notre temps, d'un temps différent d'une autre, pour deux raisons, je pense. La première, c'est parce que je suis persuadé que le vin ne se fait plus comme on le fait aujourd'hui, même si on essaye de retrouver quand même cette rondeur qui était la marque des Bordeaux, des Bordeaux anciens, et aussi parce que il a 67 ans. Euh, c'est un bel âge, c'est un très bel âge. Il se porte très bien. Je suis ravi de goûter. Une dernière gorgée pour peut-être vous en dire encore, parce que je pense qu'on pourrait y passer des heures. Alors là, au fur et à mesure que j'avance dans ce vin, et je pense que ça va avancer avec le temps, je suis en train de retrouver dans la matière quelque chose qui le rend très moderne. C'est-à-dire à la fois c'est un vin ancien parce qu'il a vécu, et à la fois il est d'une modernité assez étonnante parce que je pense que quelque part, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec les vins bordelais, c'est de les rendre très souples. Là, on est dans le summum de la souplesse. On est dans le cuir Connolly des belles limousines. On est sur quelque chose qui est, je disais, un peu luxuriant et à la fois très accessible, c'est-à-dire très accessible au sens où on a envie de, de voilà, de le ressentir, de le vivre. Donc une très très belle bouteille, alors qui avait au départ le défaut d'être à un niveau extrêmement bas, donc le haut de l'étiquette, mais qui contredit les lois de la statistique d'un côté, puisque le vin est en fait vraiment excellent, et de l'autre côté, euh, se confond avec les statistiques, parce que finalement, ce n'est qu'une bouteille sur deux qui n'était pas buvable, heureusement. Merci euh, à ces lois de la statistique qui m'ont sauvé, parce que sinon j'aurais été bien malheureux. Voilà. Avec ça, je vous dis santé et puis à bientôt.